Marché action, l'espoir du Fed put est-il encore permis ce printemps ou même cette année? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Alors que nous démarrons une semaine, la vraie première semaine de printemps, et nous avons eu la semaine dernière une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis après un hiver difficile pour les actifs risqués en bourse, pour le marché action US, pour le marché des crypto-monnaies, pour l'ensemble des actifs liés à l'incertitude macroéconomique mondiale. Fed put. Alors vous avez toutes et tous pris connaissance la semaine dernière de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, de la conférence de presse de Jérôme Powell, de la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, et naturellement, une question trotte dans la tête des investisseurs. D'ailleurs, au sein des actualités financières anglo-saxonnes, le terme Fed put explose depuis 2 mois. L'espoir, la bouée de sauvetage, le chevalier blanc. Voilà comment est perçu le Fed put. Alors ne vous laissez pas tromper par le mot put. Option put, stratégie baissière, non. Au contraire. Le Fed put permet justement de se protéger de la baisse. D'ailleurs, c'est le principe des options put en bourse. Alors, certaines stratégies sont offensivement baissières, mais la plupart des stratégies optionnelles basées sur les puts sont pour se protéger d'un risque de baisse. Eh bien, le Fed put, c'est pareil. Marché action, l'espoir d'un Fed put face à la guerre commerciale, l'incertitude macroéconomique, le risque d'une seconde vague d'inflation, moi auquel je ne crois pas, vous le savez, l'augmentation de la probabilité d'une récession. La Fed, la semaine dernière, a dévoilé beaucoup d'éléments sur lesquels je vais revenir. Je vais vous donner dans cette vidéo mon opinion. Je vais vous dire si oui ou non le Fed put est crédible ce printemps, peut-être plus tard, car ne vous trompez pas, le S&P 500 a besoin d'un Fed put pour aller chercher un rebond et de nouveaux records d'ici la fin de l'année. Alors est-ce que je vous confirme, moi, mon objectif des 6500 points d'ici la fin de l'année? Oui, l'année est encore longue, elle se termine le 31 décembre. Y aura-t-il d'ici là un Fed put? Alors pour une raison saine ou malsaine d'ailleurs, je pense que c'est possible et c'est même très probable. Dans cette vidéo, nous allons faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, il faut que je vous rappelle quelque chose que j'ai commencé à vous détailler dans la dernière émission Fast and Forex, la corrélation positive très marquée entre la liquidité mondiale et la tendance des actifs risqués en bourse, le marché action. Et je vais vous rappeler précisément comment se calcule cette liquidité mondiale et en quoi la Fed, et en quoi la masse monétaire, et en quoi l'offre monétaire des États-Unis est très importante. Ce sera la base. Il faut partir de ça. La question de savoir est-ce que le Fed put est possible. Si vous voulez, pour envisager que l'offre monétaire mondiale continue d'augmenter, il va falloir activer le Fed put. Une réserve fédérale qui change son fusil d'épaule. Une réserve fédérale qui revient à nouveau se soucier de la dynamique des actifs risqués en bourse. Ce qu'elle a fait plusieurs fois dans le passé d'ailleurs, mais quand vraiment l'inquiétude est élevée. Alors, une inquiétude liée au marché de l'emploi ou plutôt une satisfaction de voir les cibles d'inflation être atteintes? C'est la question auquel il faut répondre. Donc dans cette première partie, je vais vous faire donc un gros récap. Le calcul de la liquidité mondiale, je vais être bref parce que je l'ai fait dans le Fast and Forex, mais il faut absolument que je vous rappelle en quoi la Fed compte. Et la semaine dernière, la Fed nous a donné les nouvelles conditions de sa politique monétaire à venir. La Fed nous a livré la semaine dernière les nouvelles perspectives de sa politique monétaire. Et dans ce qu'a livré la Fed, vous avez les conditions d'activation ou non du Fed put. Et oui, cette bouée de sauvetage que vous cherchez toutes et tous. Le Fed put. Qu'est-ce que je l'ai répété ce terme depuis le début de la vidéo déjà? Bon. Deuxième partie, les conditions d'activation. C'est pas moi qui les invente. La Fed les a données.
Avez-vous lu le tableau? Bon, on va le lire ensemble. Troisième partie, vendredi 28 mars. Nouvelle mise à jour mensuelle de l'indice d'inflation PCE. L'occasion pour moi de vous rappeler pourquoi le PCE compte plus que le CPI. Et oui, au fond, pourquoi? Vous allez être très surpris de voir comment est calculé le CPI. Vous allez même arrêter de regarder l'inflation CPI pour vous concentrer sur le PCE. Donc vous allez comprendre comment ça marche. Devons-nous être optimistes pour le PCE de ce vendredi 28 mars? Oui et non, on va voir ça ensemble. Troisième partie. Et quatrième partie, comme chaque lundi, je vous fais un point technique S&P 500, tout ce qui l'entoure, l'aspect quantitatif, l'aspect sentiment, les marchés financiers US en général, où en sont-ils sur le plan de l'analyse technique? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Marché action, l'espoir d'un Fed put cette année, alors que la Réserve fédérale des États-Unis a donc mis à jour la semaine dernière ses projections macroéconomiques. La Réserve fédérale des États-Unis qui laisse la porte ouverte à 2 baisses de taux d'intérêt cette année, malgré le fait qu'elle ait relevé à la hausse ses anticipations d'inflation, mais ça c'est pour voir venir, c'est au cas où la guerre commerciale provoquerait un rebond de l'inflation. D'ailleurs, elle juge que cela est transitoire. Mais surtout, vous allez voir que la Fed a produit aussi un élément favorable à une reprise du niveau général de la liquidité aux États-Unis. Et forcément, c'est ce qui nous intéresse ici, puisqu'il y a une corrélation positive avec un décalage temporel entre les actifs risqués et la liquidité mondiale. Le plan s'affiche sous vos yeux, les 4 parties, je vous les ai décrits dans l'introduction. Le marché qui est à la quête du fameux Fed put pour se rassurer, une réserve fédérale encline à bloquer les rebonds de la volatilité du marché action, à stopper les corrections du marché action en agissant sur ces différents leviers. Ces taux d'intérêt sont leviers, et donc en fait l'offre monétaire disponible aux États-Unis, qui est une des grandes manquantes du rebond observé de l'offre monétaire mondiale depuis le début de l'année. Alors tout d'abord, je vous rappelle quelque chose que j'ai évoqué ces dernières semaines. Je vous ai fait une vidéo Fast and Forex sur le sujet la semaine dernière, mais ça me paraît vraiment important de vous rappeler ça. La corrélation positive de long terme, alors c'est pas copier-coller, ce serait trop facile, mais la corrélation positive de long terme entre l'évolution de la liquidité mondiale et la tendance des actifs risqués en bourse, en particulier l'évolution de la liquidité mondiale, donc selon l'addition de l'offre monétaire M2 des principales économies, donc la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, et les actifs risqués en bourse. Je vous ai mis ici donc la corrélation avec le S&P 500, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des études mathématiques de corrélation, puisqu'en fait la liquidité est toujours en avance sur ce qui va se passer sur les marchés, puisqu'il faut du temps pour que l'offre monétaire nouvelle arrive d'abord dans l'économie, et encore plus de temps pour qu'elle arrive éventuellement sur les marchés financiers, ce qui n'est pas garanti. Alors, ce décalage temporel, beaucoup cherchent à le travailler. On voit ici par exemple que le sommet de la liquidité était en avance sur ce sommet, le sommet de la liquidité est en avance sur ce sommet, et donc tout le monde s'interroge sur le fait que là, la liquidité mondiale fait un nouveau record, et combien de temps cela va mettre pour que ce rebond de la liquidité mondiale vienne permettre un rebond du marché action, mais aussi du marché des crypto-monnaies, puisque vous avez ici par exemple la superposition entre cette offre de liquidité mondiale M2 et le cours du Bitcoin. Alors certains disent qu'il y a un décalage de 70 jours, d'autres qu'il y a un décalage de 100 jours. Bon, ça, nous verrons bien. En tout cas, il est clair que cette liquidité mondiale finit tôt ou tard par arriver sur les marchés financiers. Et ce qui me paraissait important de vous rappeler, c'est que dans ce rebond que nous avons eu de la liquidité mondiale depuis maintenant donc, le début de l'année, et les investisseurs attendent avec impatience qu'elle se déverse sur les marchés financiers, eh bien ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ce rebond s'est fait. Alors, de toute façon, il ne faut pas se prendre la tête. La liquidité mondiale, selon l'addition des agrégats M2, c'est le M2 chinois, le M2 américain et le M2 de l'Union européenne. Le M2 japonais, le M2 britannique, etc. Mais les M2 qui sont vraiment significatifs, et je devrais même réduire cela au M2 américain ou M2 chinois. Le M2 chinois a fortement rebondi, avec de l'impression monétaire, de la baisse des taux d'intérêt, une politique budgétaire expansionniste. Le M2 chinois s'envole. Il y a bien sûr le rôle du dollar américain, comme je vous l'ai expliqué, puisque ce M2 mondial est exprimé en dollars américains. On ne peut pas comparer les choux et les carottes. Donc le M2 chinois, à la base, il est en yuan, il faut le convertir en dollars.
Le M2 de la zone euro, il est en euros, il faut le convertir en dollars. Et forcément, comment dire, la chute du dollar américain face à un panier de devises, la chute du dollar américain face à un panier de devises depuis le début de l'année, eh bien, a largement contribué à ce rebond de M2. Mais pas que. Mais effectivement, dans ce rebond de M2, eh bien, ce qui était assez manquant, c'est finalement la contribution américaine. Puisque en réalité, il s'agit surtout d'un rebond du M2 de la zone euro, avec donc la politique monétaire qui est quasiment plus restrictive au sein de la zone euro, le M2 chinois, parce que ça imprime à mort, et le M2 américain reste un peu sur la touche. C'est là où, en fait, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça va venir se déverser sur les actifs risqués occidentaux. Alors, les choses peuvent changer. La Fed a annoncé des choses intéressantes la semaine dernière sur laquelle je vais revenir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire confiance, et c'est pourquoi je voulais faire ce rappel, pour faire confiance à ce rebond de la liquidité mondiale observé depuis le début de l'année, et pour faire confiance au fait qu'elle finira par se déverser sur les actifs risqués, comme ce fut le cas ici ou comme ce fut le cas ici, il est nécessaire d'avoir quelque chose qui ne soit pas que dû au M2 chinois ou à la baisse du dollar, mais il faut une contribution du M2 américain. Et pour cela, il faut une politique monétaire qui devienne moins restrictive. Il faut une augmentation du M2 US. Il faut une augmentation de la liquidité nette aux États-Unis. Et le bilan de la Fed entre en compte. Et justement, la semaine dernière, la Fed a annoncé des choses intéressantes concernant son bilan. Mais lorsque vous regardez l'évolution de la liquidité nette aux États-Unis depuis le début de l'année, c'est un range. C'est un range. Donc attention. Effectivement, la liquidité mondiale, l'addition des M2 est en hausse, alors beaucoup à cause du dollar, mais pas que, mais la liquidité aux States, elle est flat. Donc, alors, elle n'est pas en chute non plus. Donc, effectivement, on peut même voir qu'elle a un peu rebondi récemment, donc ça devrait permettre un rebond technique de printemps, mais voilà, pour vraiment que le marché se relance pour de bon, il faut que cette liquidité nette aux US ne baisse pas, c'est sûr, et même qu'elle remonte davantage, en direction de ce sommet. Alors, pour qu'elle remonte davantage, il faut la reprise du taux d'intérêt des fonds fédéraux, il faut le ralentissement de la baisse du bilan de la Fed, et globalement, en fait, il faut que le M2 américain contribue davantage. Et justement, ce bilan de la Fed est en forte baisse ces derniers mois. Les choses vont changer à partir du mois d'avril. Quant à la reprise du taux d'intérêt des fonds fédéraux, ben, vous allez voir donc ce que la Fed a... Je vous fais un topo donc, sur ce que la Fed a annoncé la semaine dernière. Donc, la Fed, la semaine dernière, a eu un positionnement finalement beaucoup plus dovish que prévu. Il y avait une vraie inquiétude avec la chute des actifs risqués en bourse. Alors cet hiver, un hiver difficile, avec cette chute de 10% ici de l'indice S&P 500, la haute finance stressée par la guerre commerciale, stressée par le risque de potentielle vague d'inflation liée à la guerre commerciale, lorsqu'on entend parler de droits de douane potentiels de 200%, bon, rien n'est fait encore, ou encore l'aspect géopolitique qui va prendre beaucoup de temps, le marché, eh bien, s'est mis à reprendre espoir dans un recours à la Fed, c'est ce qu'on appelle le Fed Put. Je vais y revenir. Mais d'abord, laissez-moi revenir sur les choses très intéressantes que la Réserve fédérale des États-Unis a annoncées la semaine dernière. La Fed n'a pas baissé ses taux. La Fed n'a pas baissé ses taux, très bien. Si vous prenez son communiqué, eh bien moi, mon attention s'est portée sur cette phrase. À partir du mois d'avril, la Fed va réduire significativement la vitesse de réduction de son bilan en ce qui concerne les titres du Trésor. De 25 milliards à 5 milliards. C'est quasiment zéro. Laissez-moi vous remontrer ce qu'est actuellement la pente de réduction du bilan. Donc ça va se tasser. Et forcément un bilan qui va se réduire moins vite, alors c'est pas un bilan qui monte, je suis d'accord, mais un bilan qui va se réduire moins vite viendra moins freiner l'augmentation du M2 américain. Et c'est finalement ce qu'attendait le marché, que le M2 américain se libère, car je vous le rappelle, dans ce rebond du M2 mondial, le M2 US n'a eu qu'une part très limitée. Le M2 US n'a eu qu'une part très limitée. Et donc, pour que le M2 US contribue, il faut que la Fed se calme sur la réduction de son bilan. Elle nous dit qu'elle va commencer à se calmer à partir de début avril. Donc ça va être très intéressant de voir comment le M2 américain va évoluer. Et surtout, dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques, alors qu'elle a relevé ses anticipations d'inflation par rapport à décembre en matière d'inflation corps,
alors qu'elle a relevé ses anticipations d'inflation en version nominale par rapport à décembre, elle a confirmé qu'elle baisserait 2 fois ses taux cette année. Finalement, nous expliquons que ce potentiel rebond de l'inflation, d'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes déjà en dessous. Le PCE nominal actuellement est à 2,5 et le PCE core est à 2,6. Donc, la Fed, là, en nous disant qu'il sera à 2,8 en fin d'année et à 2,7 en fin d'année, alors que les indicateurs avancés nous disent que ça va plutôt aller au sud ces prochains mois, elle se back. Elle prend de la marge. Just in case, au cas où ça part en vrille sur la guerre commerciale et au cas où il y aurait une poussée inflationniste, d'ailleurs qu'elle juge transitoire si cela devrait avoir lieu. Elle voit les choses positivement. Alors ça veut dire qu'en plus, s'il n'y a pas de rebond de l'inflation avec la guerre commerciale et que la désinflation se poursuit, et c'est vrai que la désinflation a repris en février et mars, en remontant ses seuils d'activation, elle pourrait reprendre les baisses de taux plutôt que prévu. Et peut-être qu'on en aura 3 cette année. Donc, ça, ce sont un peu les éléments qui laissent envisager que plus tard dans l'année, la contribution de l'offre monétaire américaine vienne enfin agir à la hausse sur l'offre monétaire mondiale, qui est déjà largement soutenue, notamment par l'offre monétaire chinoise et un peu en Europe, un peu au sein de la zone euro. Donc ça, ce sont vraiment les éléments importants que la Fed a annoncé la semaine dernière. Maintenant, c'est toujours wait and see. Hein. Ça va dépendre en grande partie. Et l'activation du Fed put. L'activation du Fed put, alors déjà, pour ça, il faut que le marché corrige. Donc c'est vrai que le marché a fait 10% de correction. L'activation du Fed put, est-ce qu'il est crédible ce printemps? Bon, le printemps, nous y sommes depuis la semaine dernière. Il se termine en juin. D'ici juin, vous avez 2 décisions de politique monétaire. Mai et juin. En mai, peu probable, sauf choc d'ici là. Est-ce que la Fed peut reprendre ses baisses de taux lors de sa réunion du 18 juin, qui serait donc l'extrême fin du printemps? C'est possible. C'est possible si on a des tics à la hausse sur le taux de chômage. Ou si vraiment, ou par exemple, si la désinflation continue et qu'entre-temps, on a eu un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ou entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça, ce serait le scénario bisounours, parfait. Accords commerciaux, Chine, États-Unis, Union européenne, États-Unis. Cesser le feu en Ukraine, poursuite de la désinflation. Ah oui, elle baissera ses taux en juin, il n'y a pas de raison. Surtout si les marchés sont volatiles. Mais tout ça, pour l'instant, n'est pas acquis. Donc ce fameux Fed put, alors d'ailleurs, ça me paraît important de rappeler, le Fed put, c'est pas la Fed qui fait baisser le marché, hein, parce que option put, jouer la baisse, non. Vous savez, le rôle des options put en bourse, c'est de se couvrir. La finance institutionnelle, lorsqu'elle est positionnée sur des puts, c'est pour se couvrir en cas de baisse du marché. C'est une assurance, une protection. C'est gagner à la baisse. C'est donc se protéger contre la baisse. Mais le Fed put, c'est finalement partir de la terminologie du marché des options et considérer que la Fed est là, en ultime recours, pour baisser la volatilité du marché, soutenir le prix des actions, terminer les corrections en apportant une politique monétaire plus accommodante, en apportant une offre monétaire additionnelle pour soutenir les actifs risqués en bourse. Le problème, il est là. C'est qu'en période d'inflation trop forte, le Fed put ne peut pas être activé. Car s'il est activé en période d'inflation trop forte, qu'est-ce qui se passe? Ça relance l'inflation. Or, la Fed, c'est son objectif numéro 1, ramener le taux d'inflation sous-jacent et le taux d'inflation nominal à 2%. Selon elle, ce sera fait l'année prochaine. Est-ce que ce sera fait cette année? C'est possible s'il y a des accords commerciaux, si la guerre commerciale est limitée, etc., etc. Alors, vous avez cette semaine la mise à jour de l'inflation PCE, le 28 mars, vendredi 28 mars. Ce chiffre de l'inflation PCE concerne le mois de février. Alors, est-ce qu'on peut envisager un Fed put ce printemps? Peu probable, sauf si vraiment le chômage s'envole. Bon, est-ce que ce chiffre est vraiment décisif? Celui du 28 mars, pas forcément. Mais le PCE, lui, est toujours décisif. D'une part, parce qu'il est dans les objectifs de la Fed, et il faut comprendre pourquoi. Donc je voulais vous rappeler une chose, c'est ce qui fait la différence centrale entre le PCE et le CPI.
parce que beaucoup regardent aussi le CPI, et c'est vrai que le CPI est actuellement plus élevé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PCE, il est basé sur des choses tangibles. Il est basé sur les comptes des entreprises. Il est basé sur les transactions de paiement. Le PCE, c'est comptable. C'est la vraie inflation vécue par le consommateur. Le CPI, il est à moitié basé sur, et là vous allez être choqués, des sondages, des enquêtes d'opinion et aussi quelques données réelles enregistrées par le ministère du Travail. Donc oui, il y a dans le CPI un côté perception, sentiment, qui peut parfois être excité sur le court terme. Donc c'est là où le CPI en fait est moins tranchant et moins percutant. Et finalement, si la Fed accorde toute sa confiance au PCE, c'est que le PCE, c'est pas du vent. C'est basé sur des données comptables. Et ce PCE, actuellement, eh bien, en version nominale, d'ailleurs, la baisse du taux d'inflation sur le PCE a repris sur le dernier chiffre. Actuellement, il est à 2,5 en nominal, à 2,6 en sous-jacent. Bon, la Fed, elle nous dit qu'il sera à 2,8 en fin d'année, 2,7 en fin d'année en nominal, en cas de guerre commerciale, qui à outrance, elle se donne de la marge, parce que nous sommes déjà en dessous. Et vous allez voir que les indicateurs avancés permettent d'être confiants pour celui du 28 mars, au moins en nominal, en grande partie parce que vraiment il y a un delta négatif sur le prix du pétrole. En sous-jacent, c'est plus incertain. Il y a eu des métriques dans le PPI et dans le CPI qui fait que le taux d'inflation PCE sous-jacent ne devrait pas forcément baisser ce vendredi 28 mars. Donc actuellement, en nominal, il est à 2,5 et en sous-jacent, il est à 2,6. Donc nous sommes déjà sur ce que nous dit la Fed, qui en plus nous a confirmé qu'elle baisserait 2 fois ses taux, malgré... Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment des anticipations pour se baquer, au cas où. Et encore, selon elle, ce serait transitoire. Alors, est-ce que nous pouvons être confiants pour ce chiffre du vendredi 28 mars? Comme chaque mois, à chaque fois, je vous redonne ici l'ensemble des indicateurs avancés qui sont à disposition pour se projeter sur ce chiffre du vendredi 28 mars. Alors, je pense que nous pouvons être optimistes pour la version nominale, qui est actuellement à 2,5. Selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le chiffre du 28 mars, qui concerne février, devrait tomber à 2,38. Et regardez, en mars, ça tombe en avril, 2,06. On est quand même très loin des 2,7 que nous dit la Fed pour la fin d'année. Mais encore une fois, rappelez-vous, elle nous a pondu des projections pour se couvrir en cas d'impact négatif de la guerre commerciale. Elle-même s'est couverte. Elle a son propre put. Par contre, l'inflation PCE sous-jacent est actuellement à 2,6. Et selon l'algorithme de la Fed de Cleveland, il devrait rester à 2,6, ce chiffre du 28 mars. Donc, il ne faut pas s'emballer, mais nous devrions avoir une bonne nouvelle pour le nominal, en grande partie parce que le prix du pétrole est vraiment sur un plus bas, et lorsque vous comparez le prix du pétrole au mois de mars 2025 avec ce qu'il était en mars 2024, il y a vraiment un delta fortement négatif. Trueflation permet d'être optimiste aussi. Notez que depuis, à court terme, il y a un petit rebond du Trueflation nominal, alors que le Trueflation Core et les services continuent de prendre la direction du sud. Donc ça, c'est intéressant. En fait, s'il n'y avait pas la guerre commerciale, la désinflation, elle est bien engagée, elle a bien repris. Il y a un risque sur la guerre commerciale qui se voit d'ailleurs à travers l'ISM. La composante inflation de l'ISM manufacturier a rebondi. Il y a une inquiétude des industriels. Et ça reste au stade de l'inquiétude. Maintenant, il faut pas que ces droits, il faut absolument aboutir à des accords commerciaux Chine, États-Unis, Union européenne. Et encore, cette inquiétude, elle est dans le secteur manufacturier. Bon, les services, c'est les 3/4 du calcul de l'inflation. Il n'y a pas encore d'inquiétude au niveau de l'évolution des prix dans le secteur des services. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas directement concernés par la guerre commerciale. Donc ça va être intéressant, mais je pense que nous aurons cette semaine un bon chiffre du PCE nominal et quelque chose d'assez neutre sur le PCE sous-jacent.
Et donc maintenant, comme chaque semaine, je vous fais donc mon point technique sur l'indice S&P 500. Alors, moi je suis toujours dans mon scénario donc, que je vous ai proposé, que nous sommes ici dans le cadre d'une vague 4, qui fait écho d'ailleurs à cette vague 2, avec un même support de RSI. Et donc ce support ici du système Ichimoku, donc ça tient la route tant qu'on tient ici le nuage du système Ichimoku. Un rebond technique a démarré après 10% de baisse, avec une petite divergence de RSI en données journalières, alors que le RSI journalier était passé sous son plus bas, vous voyez, de la fin du bear market en 2022. Donc on était quand même dans un gros environnement de survente, on est en rebond technique. Maintenant, est-ce que je peux affirmer avec certitude que nous avons fini la 4 ? Non, pas encore. C'est trop tôt. Pour affirmer avec certitude qu'on a fini la 4, il faut dépasser une résistance. Il faut redépasser la moyenne mobile à 200 jours. Et il faut redépasser la résistance des 5809 points. Si on redépasse tout ça, oui, nous pourrons affirmer que la vague 4 est terminée. Et que nous aurons un mois d'avril en reprise. Avec d'ailleurs un sentiment du marché qui reste très négatif, un réservoir des vendeurs toujours bien rempli, ça c'est vrai que c'est plutôt propice pour envisager donc un rebond, l'approche contrarienne des marchés financiers. Et d'un point de vue quantitatif, on n'est pas en zone hyper basse, mais on est dans la zone basse en regardant le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ça laisse de la place au moins à un rebond technique pour le mois d'avril. Voilà chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté.